censé, en tant que travailleur social, on est censé les accueillir, leur trouver un logement, parce qu'ils arrivent, ils s'en sortent rien, et mettre en place leur demande d'asile. C'est-à-dire contacter la préfecture pour dire qu'une personne s'est présentée au niveau de service, veut faire une demande d'asile. Donc la procédure, c'est qu'on envoie un fax en disant cette personne est fermée. Donc ça, c'est le théorique. C'est le théorique. En pratique, ce qui se passe, c'est très simple en fait. C'est que dans un contexte de démantèlement complet du droit d'asile, tant d'un point de vue légal, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, la procédure d'asile elle est super longue, parce que l'État il prend tout son temps pour étudier, il n'y a pas de moyens déjà de l'OFPRA, il n'y a pas de moyens humains pour étudier le nombre de demandes d'asile, donc les procédures sont très longues, donc les gens attendent, ils n'ont pas le droit de travailler, ils attendent, normalement ils sont censés attendre des CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est pour ça qu'ils ont été créés, lorsqu'on a supprimé, je crois que c'est en 91, lorsqu'a été supprimé le droit de travail, dans un contexte réactionnaire, enfin politique réactionnaire, lorsqu'a été supprimé le droit de travail pour les demandeurs d'asile, on leur a dit bon, on les interdit de travailler, donc on va filer des centres d'accueil, d'attente pour les demandeurs d'asile où ils seront accompagnés par les travailleurs sociaux. Donc, voilà. Sauf qu'à un moment donné, les procédures sont longues, les gens donc et les places sont peu nombreuses en CADA, donc forcément les CADA sont saturés. Tous les autres dispositifs sociaux d'accueil d'urgence sont saturés aussi, les hébergements, le fameux 115 dont on entend souvent parler, il n'y a pas moins d'accueil. Il y a une pression qui est effectuée sur les demandeurs d'asile pour qu'ils quittent en fin de procédure, hors cadre légal, pour qu'ils quittent les CADA. Pour pouvoir accueillir. Alors derrière, on peut trouver, en tant que travailleur social, on peut trouver plein de justifications. Si on maintient les gens au CADA, on va se faire sucrer on se rend l'illégalité, donc institutionnellement, on est dans un système institutionnalisé, donc c'est-à-dire que la sociale va se faire couper les thunes, donc on ne pourra plus accueillir personne, c'est fini, on donne l'argument, on donne le bâton pour se faire battre, ils ferment le centre. Donc on met les gens dehors. Après, il se pose le problème éthique en tant qu'être humain et en tant que travailleur social aussi. Est-ce qu'on est là pour foutre les gens dehors? Ils n'ont pas vraiment pu investir en procédure d'asile. On sait qu'à un moment donné, la demande d'asile, elle est traitée de manière expéditive, parce que de toute façon, le but de la France, c'est pas de filer de statut, c'est l'Europe forteresse. Le droit d'asile, c'est un truc dont la France a besoin au niveau de son image de marque au niveau international, parce que c'est le pays des droits de l'homme, ça lui permet d'intervenir. C'est personnel en tant que pays impérialiste qu'est la France, d'aller poser ses intérêts en disant on est défenseurs des droits de l'homme et en même temps on pose des intérêts économiques. Donc on a besoin de cette étiquette de marque qui est pays des droits de l'homme, pays de l'accueil des gens opprimés dans le monde entier. Mais en même temps on n'en veut pas de ces personnes. Quand on n'a pas de travail, quand on n'a pas où se loger, quand on n'a rien, heureusement que je connaissais quelques amis, je squattais un peu partout, jusqu'au jour où je suis venu ici. Je me débrouillais avec les amis, un jour là, un jour par là, un jour par là. J'avais une chambre au Bailly. J'ai passé presque 8 mois là-bas. On est déprimé, on n'est pas dans nos assiettes. Le moral est trop bas. C'est la routine, c'est la flamme, on n'a rien à faire. Heureusement qu'il y a des associations caritatives qui nous aident un peu avec ce qu'ils peuvent en alimentation. Et voilà. Et le plus comble dans tout ça, c'est la lenteur de la préfecture. Au moins, ils vous disent oui ou non. Ils vous laissent 1 année, 2 ans, tout dépend. Sans aucune réponse, sans aucune explication. Maintenant, il y a ma famille qui est arrivée au mois de février. Je suis très content. Comme j'ai dit avant, grâce au collectif et au soutien qui m'a remonté le moral et qui m'a aidé moralement et financièrement, même avec le peu. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont scolarisés. On est pris en charge par le SAU, service d'accueil d'urgence, que je remercie beaucoup. On est à long terme, certes, c'est pas l'agréable, mais ça va. On a un petit tour. Mais reste le point d'interrogation. Sans papier, on n'est pas à 100%. On est toujours coincé, il y a toujours la peur au ventre. On attend toujours la réponse du jour au lendemain. Foutez le camp. Prenez vos bagages et c'est ça l'inconvénient, c'est ça
qui est terrible. Bon, moi je viens d'Algérie. Pourquoi vous rigolez? Je viens d'Algérie par des raisons économiques et sécuritaires aussi. En fait, j'étais militant même là-bas. En fait, j'ai mené un combat sur deux fronts, les intégristes d'un côté et le gouvernement répressif de l'autre. Et puis, comme c'est pas comme par hasard qu'on a choisi la France pour venir ici, en fait, c'est à cause de l'image qu'on voit de loin et que c'est un pays de démocratie, un pays de berceau des droits de l'homme, un pays d'accueil des immigrés. Et en arrivant ici, on a trouvé pas mal de passe-droits, pas mal d'injustices, pas mal de discrimination, des lois racistes et machin. Ça veut dire que ce n'est pas l'image qu'on a vue de là-bas qu'on a trouvée ici. Bon, si vous me permettez d'ailleurs, bon, je me présente, je suis un Algérien d'origine et kabyle bien sûr. Donc j'ai arrivé en France en 2000. J'ai intégré le comité de sans-papiers en 2001 et j'étais régularisé janvier 2003. Bon, c'est bien de passer le message comme ça pour que savoir les gens, vraiment il y a des régularisations quoi. Mais il n'y a que la lutte qui arrache les papiers. Les papiers ça se donne pas, ça s'arrache. Donc depuis 1996, le comité de sans-papiers il manifeste chaque mercredi depuis 1996, mercredi à 18h à la place de la République. Chaque mercredi, ça c'est en fait, c'est habituel quoi. Je peux dire même c'est traditionnel. Le comité de sans-papiers de Lille, il existe depuis 1996. Il est créé par des sans-papiers. Il n'y a aucun, en fait, ni un militant, ni... c'est des sans-papiers qui décident de se réunir, de faire l'union, et pour arracher leur régularisation. Donc il y a, à l'époque, il y a une trentaine qui sont adressés directement vers les droits de l'homme de Lille, dans une association. Ils ont demandé un aide pour qu'ils vont les aider, comment qu'ils vont pour appuyer leur dossier dans la préfecture. C'est là où le comité il est créé depuis 1996. 9400 expulsions en 2003, soit une augmentation de 37%. Il fixe comme objectif 20 000 expulsions pour l'année prochaine. Le cap est clair, hein? Si le mouvement, effectivement, ne prend pas ces choses-là au sérieux dès à présent, il est clair qu'on est mal, hein? Il était là tout de suite, mais peut-être qu'il est arrivé là-bas. Donc, les autres stratégies, on fait des occupations. On prépare des occupations. On a occupé plus d'une dizaine de fois, on a occupé l'université avec le soutien des étudiants. On a occupé le théâtre de Lille. Eh bien, c'est la même chose. On a occupé à 2-3 reprises l'université. On a occupé un local de la mairie à 2-3 reprises. On soutient tous les mouvements de causes justes. Et puis après ça, nous aussi, dans les moments difficiles, on les trouve à nos côtés. Ils nous soutiennent. C'est avec ça qu'on avance. C'est avec ça que l'État a intérêt de nous respecter.
Ça veut dire elle ne parle de l'intégration, on est intégré, il y a des copains français, il y a toute organisation qui est à côté de nous. Alors même s'ils voulaient employer de la force vis-à-vis des sans-papiers, vis-à-vis de, comment dirais-je ça, de l'opinion publique, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a parmi les Français qui viennent des journalistes, des syndicalistes, des avocats, des gens de LDH, CIMAD, MRAP et tout, des organisations d'État, quoi. Alors c'est vis-à-vis de ça qu'ils n'arrivent pas à nous réprimer aussi facilement. C'est un mouvement qui s'est ancré, il est connu par toute la population lilloise. Je pense, même au niveau national, il est très connu. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu, mais c'est le mouvement le plus actif au sein de France. En 2001, notre coordinateur, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? On a ouvert une liste candidats à la grève de faim pour la préparer pour les élections présidentielles de 2002. C'est-à-dire, on va faire une piège. Bon, on a fait une liste candidats à la grève de faim. Les gens, en fait, les sans-papiers qui souhaitent faire la grève de faim, qui va donner son nom, qui va faire un certificat médical, qu'il est en bonne santé, qui peut faire la grève de faim. Donc, à ce moment-là, on a 200 personnes. 200 personnes qui sont inscrites. La liste, là, elle était ramenée au bureau de la préfecture. Voilà les gens qui sont décidés de faire la grève de faim, si vous voulez les régulariser. La grève de la faim, je parle de la grève de la faim de 2004 et celle de 2003, c'est celle-là que j'étais présent. Cette grève de la faim, on l'a entamée en clandestinité déjà, on l'a entamée le 12 mai, 22 jours en clandestinité. Après le jour, on a sorti le 12 juin pour y aller vérifier notre grève de la faim au CHR de Lille. Ce jour-là, malheureusement, le CHR de Lille est devenu un commissariat de police. Il y avait plus d'une quarantaine de personnes qui étaient arrêtées. Il y a une entrée où on a fait la queue pour rentrer, nous, les sans-papiers et tout. Et à la sortie de l'autre côté, et puis la sortie encadrée avec des fourgons, des camions de CRS. Et celui qui finit sa prise de sang, sa visite médicale, quoi, on le prend, on le met dans le camion direction la PAF et direction le centre de rétention. Mais jusqu'à où il n'y avait aucune issue de régularisation pour les sans-papiers. C'est le ras-le-bol total, ils ont tapé sur toutes les portes, il n'y a aucune issue. Alors c'est l'ultime arme qui leur reste. Et nous l'avons utilisée malheureusement, même si on a mis notre vie en danger. Un jour qu'il n'y a pas de sans-papiers en France? Est-ce qu'on croit un jour qu'il n'y a pas de sans-papiers en France? Non, je ne pense pas. Tant qu'il y a la misère ailleurs, tant que les pays riches ils sont en train de chercher notre richesse, il y a toujours des sans-papiers. En France, en Allemagne, ailleurs, en Amérique, partout. Yeah. The sea is far away? Pardon? The sea? You see? The sea is... Yeah, it's nice. It's going for here, going down. For photo, yeah? For photo is nice. Yeah. Oh, why you look me? Why you take a photo? You sleep in the bunker? No. No? No, it's today, yeah. It's going for control, yeah? Yeah. It's going for England, yeah? Yeah. It's control Hindustan, yeah? It's a get out, yeah? Yeah. It's really, come back for here. Yeah. Yeah. There's no have house, no have nothing.
Yeah, for sleep. Need for sleep. 4 hours, 5 hours. Yeah. It's need for sleep. I can't because it's raining. It's cold. All people is. You are Iraqi? Yeah. It's Iraq. Because Iraq too many problems. No. Fight, no, yeah. no. Every time you shoot TV. Every one day, yeah. You shoot TV. You see Iraq too many people is dying. Yeah. Because it's fight, it's America, Boston. All fight for refugees here. All people is all need for going England. Because Yeah. now give me house for them. Yes, Yeah. you It's lie, all lie. Maybe because we need 2 times, yeah. It's Yeah. going England, yeah. Sometimes, yeah, it's 2 people, yeah, 2 guys, 3 guys, house for me, yeah. yeah, Because we need 2 times live here, we need for going England. yeah, All of me say, one Lord is come by, yeah. It's going. yeah, It's chance, yes, it's chance. It's going for control. Half chance, it's going. No half chance, say you get stay. out, fucking out. Et est-ce que tu connais un peu le nombre de sans-papiers qu'il y a un peu sur Calais qui se cachent? Il y a, d'après, c'est sûr, il serait 300 en ce moment. Quoi. Et les endroits où ils sont, dehors? C'est toujours le bois des Garennes, donc entre le port et puis l'endroit où nous on dort là. Ouais. Et puis sinon, moi il me semble qu'en ce moment, quand je passais en ville le soir, je crois qu'il y en a pas mal qui cherchent des perrons, des choses comme ça, parce qu'il a pas mal plu quoi. Et dans les bois, il n'y a pas d'abri. Bon, il y avait les blocos aussi que la police s'est amusée à murer, n'est-ce pas? Et sinon, il y a des gens du collectif, c'est sûr, qui continuent à les héberger, même si ça qui risque 5 ans de prison à chaque fois. Il y en a 2 qui sont passés en procès là 3 fois cette année, qui repassent en novembre pour injure à policier. Mais je sais qu'ils continuent à le faire. Quoi. Mais bon, ils en logent, je sais pas combien ils peuvent en loger en tout, peut-être une vingtaine à chaque fois. J'en sais rien, je sais pas du tout, parce qu'ils sont super discrets, ils en parlent très peu. One, only one. I have baby. Many people, but moi aussi j'ai pas. Il n'y a pas de fourchette ici, qu'est-ce qu'ils ont les fourchettes? Non, pas tartiner. Hey, please, hein, ouais, hein. Madame, you think Non. S'ils sont venus à Calais, c'est souvent qu'on leur a refusé l'asile en France, donc ils sont priés de quitter le territoire, mais comme ils ne sont pas reconductibles à leurs frontières, généralement, ils cherchent un autre pays, ils cherchent l'Angleterre. Mais la police française fait tout pour les en dissuader, pour les empêcher. Ils les renvoient des fois à 100 km, 200 km. Et ils reviennent et puis ils cherchent, ils veulent l'Angleterre, ils ont cette issue-là. Après ça, il y a une question d'ethnie aussi. Ils ont quand même, généralement, c'est des Soudanais, des Irakiens, des Somaliens. Ils sont beaucoup plus près de la langue anglaise que de la langue française. Déjà, ils sont déjà. Et puis ils ont souvent des relations là-bas. Donc leur but, c'est l'Angleterre. Et pourquoi ils sont là en priorité, c'est que leur pays est en guerre généralement. Il n'y a
pas d'organisation de sans-papiers du tout sur Calais. Ils passent leur temps à se sauver comme des lapins, à se cacher, ils ne sont pas du tout regroupés. Donc en fait, on aimerait que les collectifs de lutte organisés comme Lille ou comme Amiens, ou comme donc j'ai entendu dire qu'il y avait un RS aussi, viennent parler avec les réfugiés ici pour leur montrer que c'est possible de s'organiser, que c'est possible de gagner des choses, mais qu'il faut être ensemble, qu'il faut donner une visibilité. Je pense que les réfugiés qui sont ici depuis 3 ou 4 mois, qui ont demandé leurs papiers, on n'arrive pas à savoir combien ils sont. On les estime à une quinzaine, mais on n'arrive pas à savoir. Donc aussi ce week-end, c'est essayer de savoir. Il n'y a qu'une quinzaine de réfugiés qui ont demandé leurs papiers en France. On en a officiellement, quoi. Non, pas officiellement, parce qu'on n'a pas de chiffres. On estime, on a l'impression que ça doit tourner autour de ça. Mais on n'arrive pas à avoir d'infos par les humanitaires. Alors je sais pas si. Est-ce qu'ils sont chacun à faire leur petit truc dans leur coin puisque c'est secret, parce qu'on ne doit pas trop le diffuser, qu'on héberge les gens. Et donc, et comme eux, les humanitaires ne sont pas pour qu'ils s'unissent et qu'ils s'organisent, peut-être qu'ils n'en ont même jamais parlé entre eux et qu'ils ne savent même pas eux-mêmes combien ils sont. Et nous, c'est comme ça, en captant un petit peu des bruits, on pense qu'ils sont. Genre le Somalien qui était là tout à l'heure, lui il n'a pas demandé ses papiers ici, mais ça fait 6 mois qu'il est là, il commence à comprendre le français. Est-ce que, je veux dire, il faudrait essayer de savoir avec lui s'il a toujours envie d'aller en Angleterre ou s'il serait prêt à rester ici. Un centre de rétention, c'est un lieu où sont enfermés des étrangers en attente de leur expulsion. Donc théoriquement, ils y sont seulement retenus. Ça n'a pas le statut de prison. D'ailleurs, il est bien spécifié qu'ils ne dépendent pas de l'administration pénitentiaire. Donc en fait, ils dépendent du ministère de l'Intérieur. Tunnel de 20 que 2 personnes masquant leur visage. Vous voulez un descriptif? Alors, la première, pantalon beige, pull rouge, veste kaki. Les sans-papiers! Les sans-papiers! Les sans-papiers! Les sans-papiers! Quoi شنو؟ إننا هنا لاستراحكم.
Donc, dans ces lieux sont retenus, donc en fait, privés de liberté bien sûr, les sans-papiers en attente d'être expulsés, donc pendant une durée maximale de 32 jours. Et concrètement, donc les centres de rétention, il y en a 25 environ en France, et, sur le territoire, il y en a aussi en Outre-mer. Un certain nombre d'entre eux ont été agrandis ces derniers temps, puisque la durée de la rétention a été allongée très récemment par la loi Sarkozy. Et ils sont situés le plus souvent dans des casernes, dans des commissariats. Les plus gros centres sont celui de Vincennes, qui est dans l'École nationale de police de Paris, celui du Ménil-Amelot, qui est à proximité de l'aéroport de Roissy et qui est dans une caserne de garde mobile. Et puis celui d'Arin, qui est très connu, puisque ça a été le premier qui a été découvert, en fait, avant que les centres de rétention soient légalisés en 82. L'enjeu de l'allongement de la rétention administrative par Sarkozy, c'est effectivement de pouvoir expulser plus, mieux, plus facilement et de se donner les moyens matériels de le faire. C'est pour ça qu'il a été nécessaire de faire passer le budget des centres de rétention de 1 à 33 millions d'euros pour pouvoir essayer de doubler le nombre de places de rétention si on n'arrive pas à s'y opposer, parce que ces places sont complètement nécessaire à ce que le processus de l'expulsion puisse fonctionner. S'il n'y a pas ces places qui sont construites, eh bien ça donne la situation actuelle, c'est-à-dire que les centres de rétention sont surpeuplés, et au bout d'un moment ils sont obligés de relâcher les sans-papiers. Si on a fait le choix aussi de tâcher de mettre en échec comme ça un peu matériellement la construction de ces centres, c'est aussi parce qu'il y a un truc très simple, c'est que, bon, déjà, on fait le pari que c'est possible, pour commencer, et que c'est très important, et en plus, pour une fois, on va dire pour une fois, le temps il joue en notre faveur. C'est-à-dire lutter, même avec de la force, pour la fermeture d'un centre de rétention, c'est très bien, voilà. Mais tout le temps de cette lutte, le centre, alors on peut perturber son fonctionnement, tout ça, mais il existe, et il y a des gens qui y sont enfermés, et voilà, ça continue. Par contre, tant qu'un centre n'est pas construit, tous ces jours de perdu, tous les blocages qui peuvent s'opérer, tout ce qui peut être ralenti, c'est tout ça de gagner sur des moments où des gens ne seront pas enfermés dans ces lieux-là, donc ne seront pas expulsés. C'est